C'est sur RMC, RMC Story, les GG, tous les jours, en direct, participez à nos discussions. 3216, rmc.fr, hashtag GG RMC pour réagir. Avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, enseignante TSI. Nous sommes avec Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste Nouvelles Frontières. Et puis Étienne Liebig, anthropologue, éducateur. Marc Fratani viendra nous raconter l'homme auprès duquel il a travaillé pendant de si longues années. Marc Fratani est celui qu'il appelle le mystificateur, c'est-à-dire Bernard Tapie. C'est le grand oral des GG, c'est à midi moins 20. À 11h, alors là, on peut toujours compter sur nos élus pour inventer une taxe. Cette fois-ci, c'est un député du Modem, Richard Ramos. On est en France, monsieur. Oui, c'est vrai, qui voudrait une taxe charcuterie. En fait, alors, si j'entendais dans le public, certains disent ouais, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais vous expliquer. La taxe charcuterie, c'est pour pousser les industriels à être beaucoup plus vertueux, c'est-à-dire à mettre moins d'ajouts de sel, de nitrite dans la charcuterie. En fait, c'est la charcuterie emballée, si vous voulez. Grosso modo, c'est ça. Comme on a essayé de mettre la taxe soda, on rend le produit un petit peu plus cher pour vous dissuader de l'acheter. Sauf que la taxe soda ne marche pas. Non, pas du tout. Donc la taxe soda ne marche pas, mais on va continuer, on va faire une taxe charcuterie. Même si le combat est bon, mais le problème c'est la méthode. Bah écoutez, Monsieur Ramos, il faut qu'il s'explique. Le député Ramos viendra s'expliquer. Vous nous dites ce que vous en pensez. 3216 rmc.fr. À 11h20, les tendances GG, avec notamment en tendance GG hier, on a Laetitia Hallyday. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche à faire la paix maintenant avec Laura et David. Pourquoi donc ? En attendant, cette tribune signée par 90 personnalités dans le monde, ils dénoncent la haine anti-musulman. Ils interpellent le président de la République, ils le somment d'agir. Y a-t-il aujourd'hui une haine anti-musulman ? Une haine anti-musulman ? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Faire abstraction malheureusement, et puis pour pouvoir avancer il faut faire abstraction de ce qui nous gêne. Moi-même je suis parent d'élèves, je fais en sorte d'accompagner telle ou telle classe et j'ai mon turban et je parle français et je vote. Ce qui s'est exprimé au conseil régional ce soir-là, c'était de la haine pure envers cette femme pour ce qu'elle était. C'est pas une question qui concerne les musulmans de France, ça concerne tout le monde et tout le monde doit réagir. Et effectivement la tribune demande à M. Macron de condamner la haine contre les musulmans, on attend toujours qu'il le fasse. Voilà, cette tribune est sortie dans Le Monde. Les signataires interpellent le chef de l'État et vous l'aurez compris, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est le sort c'est les pleurs, les larmes de cet enfant dont la mère voilée a été humiliée par ce conseiller du Rassemblement national. Et on arrive à ces tribunes. Alors c'est une tribune en fait qui dit il y a une haine contre les musulmans de France, qui part d'un constat. Alors est-ce que ce constat est vrai ? On va en parler. Quand on regarde le collectif de 90 personnalités, alors j'ai regardé, il n'y a pas Juliette Binoche, donc je suis un peu déçu. En général, il y a Juliette Binoche dans ce genre de tribune. En revanche, on trouve des acteurs comme Omar Sy, Marina Foïs, et puis plutôt des professionnels de la signature tribune, comme des députés comme Daniel Obono, comme Rokhaya Diallo, des partisans aussi plutôt d'un communautarisme en France, qui défendent le communautarisme notamment musulman, et des sociologues, etc., qu'on retrouve habituellement également dans ce genre de tribune. Donc c'est un peu fourre-tout, il y a toujours à boire et à manger. Mais est-ce qu'ils ont raison sur le fond ? Est-ce qu'il y a une haine contre les musulmans en France ? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules et notamment dans la tribune, il est dit que où est la parole publique de ceux du premier niveau, celle de nos élus, de nos partis politiques, celle qui aujourd'hui refuse l'inacceptable et le fait qu'une population est pointée du doigt. Monsieur Étienne. Alors, moi, j'ai du mal avec le concept même de haine anti-musulmane. Jusqu'où pouvons-nous tolérer ces discours et actes de haine contre une partie de nos concitoyens ? Que laisserons-nous passer demain ? Moi, j'ai du mal avec l'idée même de haine contre un peuple, contre une ethnie, contre une religion. Moi, je crois qu'il y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement, c'est qu'il y a des partis politiques, et la droite en général. Avant, c'était l'extrême droite, mais maintenant, c'est la droite en général, sauf la droite centriste. Mais disons que la droite, pour exister, qui n'a rien, qui n'a aucune proposition économique, qui n'a aucune proposition sociale, aucune proposition culturelle, et qui, un petit peu comme à gauche d'ailleurs, on a l'écologie, qui est le fourre-tout de tous les gens qui n'ont pas d'idée sur la politique, et qui, à droite, n'a plus que ça. C'est-à-dire
de faire régner une espèce de peur du grand remplacement, du grand changement, du fait qu'on va tous devenir musulmans, etc. Et donc qui insiste sans cesse là-dessus, parce qu'en fait, elle n'a rien d'autre. Elle est obligée de se battre là-dessus. Et je pense qu'ils font régner un climat de peur. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est incontestable, c'est que la France est en train de changer, parce que c'est comme ça, et que quelque chose nous pousse venant du reste du monde à une organisation sociale et que les gens sentent comme une remise en cause. Qui est communautaire. Alors. Une plus communautaire, qui serait comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme en Belgique, comme en Suisse. Attends, laisse-moi terminer. Et je comprends que les gens aient peur, et c'est tout à fait normal, de la perte d'un fonctionnement qui leur semble être profondément inscrit dans notre mode de pensée, et un nouveau fonctionnement qui est à nos portes. Question de savoir si c'est un progrès ou une régression. Mais je n'en sais absolument rien. Parce que c'est comme ça, c'est pas suffisant. C'est très difficile de prendre position. Je constate juste que qu'on est effectivement cerné par tout ça, pas du coup. Mais tu refuses le mot de haine, tu refuses le concept de dire qu'aujourd'hui il y a une haine envers une partie de la population. Les Français détestent les musulmans, c'est complètement idiot. Et on part en fait d'un cas quand même. Non seulement. On part d'un cas. Non mais simplement, je précise parce que ce que dit cette tribune, elle dit oui, les pouvoirs publics ne disaient rien. Moi j'ai entendu que des politiques qui ont dénoncé ce qui s'était passé. Alors, une dernière chose. J'ai pas entendu, à part et même ceux du RN, même Bardella, même Nicolas Bay, ils ont dit que leurs collègues avaient été maladroits. Donc en fait, ils partent d'un constat qui est faux. C'est faux de dire que personne n'a dénoncé ce qui s'est passé dans ce conseil régional. Tout le monde a dénoncé ce côté humiliant et le fait d'avoir fait pleurer ce gamin. Juste une dernière chose. Et Omar Sy, aux États-Unis, peut-être qu'il n'est pas au fait de l'actualité au jour le jour. Pour quelqu'un comme moi qui a toujours vécu dans le 93 depuis que j'y suis né et qui travaille avec des gens, des femmes en particulier, dans des associations musulmanes qui peuvent avoir un voile, qui peuvent être féministes, militantes, qui peuvent être divorcées, qui n'ont personne qui les contraint à rien et qui sont mes collègues. Ça n'a pas de sens. Cette histoire de voile n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'arrive même pas à comprendre ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est quand même pour des gens qui ignorent totalement la réalité et qui sont sur des positions purement idéologiques dans un but électoral. Je suis très heureuse de cette tribune parce qu'il y a un mot qui n'apparaît pas et j'en suis ravie, c'est islamophobie. Et je me dis, tiens, ça y est, eux aussi, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait plus utiliser ce terme, qui ne veut rien dire, dont on sait très bien qu'il a été instrumentalisé par les islamistes eux-mêmes. Mais alors, ils nous sortent la haine anti-musulman. Moi, je vais vous dire, la haine, entre guillemets, si elle existe, c'est la haine des islamistes. Et cette haine-là, je suis désolée, ce rejet-là, cette peur-là, puisque toi tu parles de peur, mais moi je dis ce rejet, parce que si on regarde bien les enquêtes d'opinion, les Français n'ont aucun problème avec l'islam en soi. Les Français ont un problème avec l'islam politique, avec l'islamisme. Et ce problème-là, il est légitime. Dans la tribune, s'il te plaît, je t'ai laissé parler. Ça veut dire que dans la tribune, ils font une confusion entre islamistes et musulmans. Mais bien entendu, puisqu'à chaque fois qu'on est sur un plateau, qu'on écrit quelque chose et qu'on parle de l'islam politique, du travail que font les salafistes. Moi, je ne fais pas de différence, quiétiste, pas quiétiste. Les salafistes, les frères musulmans, les wahhabites, les tablirs, tous ces gens-là qui font de la prédication sur un islam intégriste, eux, ils vous disent, vous parlez des musulmans. Ces gens-là ne se rendent pas compte que on fait une différence justement entre les musulmans et les islamistes, mais qu'on est conscient que les musulmans français aujourd'hui sont vulnérables parce que ça fait 30 ans qu'on les a abandonnés sous le feu idéologique des islamistes dans les quartiers. Et que des gens comme ce monsieur Majid Messaouden qu'on a vu, qui agit sur Saint-Denis depuis des années pour travailler au sein d'associations sociales, d'associations militantes qui font du soutien scolaire, etc., c'est en réalité pour miner la société française et pour miner en particulier les Français musulmans qui vivent tranquilles. Et Marina Foch, je pense qu'ils sont sincères. Qu'est-ce qu'il connaît de la réalité? Ils ont vu les images, ça les a choqués. En Californie, Marina Foch, qu'est-ce qu'elle sait de la réalité? Moi, je pense qu'il n'y a pas de haine anti-musulman. Toutes les enquêtes, et même les enquêtes dans le monde du travail, le montrent. Il n'y a aucune haine anti-musulman, ni même de discrimination anti-musulman. En revanche, les islamistes, oui, ne sont pas appréciés. Donc, une femme... Je veux juste terminer sur ce point-là. Maintenant, si le voile islamique, on considère que c'est un signe religieux, c'est une chose. Si on considère en revanche que c'est un emblème politique, c'est autre chose. Et moi, je fais partie de ceux, comme Zora, comme Gilles William et bien d'autres, comme Zineb El Razoui, comme Mohamed Sifawi et comme d'autres, on considère que c'est un signe politique. Toute l'histoire de l'islamisme depuis un siècle nous montre que les musulmans celles qui portent le voile sont victimes. Ne sont pas
quand tu les interroges, Mais évidemment, pas toutes, elles vont pas dire. Rokhaya Diallo et compagnie, elles vous disent même que c'est du féminisme. Non, Mais je qui ne va parle pas de gober Rokhaya ça? Diallo, parce que Rokhaya Diallo, elle porte pas le Allons voile. voir les Iraniennes si elles considèrent si on que peut c'est remplacer. du... Rokhaya Diallo, elle porte pas le voile, donc elle Oui, parle mais au elle nom les de défend. gens, mais quand tu interroges les femmes voilées, vraiment, Oui. elles te disent pas je porte voile parce que je suis Mais dans bien un sûr. combat politique. Mais bien sûr, Elles vont parce te que dire parce Alors, que c'est ma Barbara, religion. attendez une seconde. Barbara, la Étienne servitude volontaire, et tu connais Jacques, pas. juste avant L'emprise de- mentale, tu sais pas ce que c'est. Barbara, Étienne, Jacques, juste avant de te donner la parole, Jacques, nous sommes avec l'une des signatrices de cette tribune. C'est Il y aurait Nora que le Hamadi, signataire. la journaliste Nora Hamadi qui est avec nous. Bonjour Nora. Bonjour. Merci. Donc, vraiment, y a-t-il une haine anti-musulman aujourd'hui, puisque c'est le mot qui est écrit? Oui, il existe une forme de haine anti-musulman aujourd'hui. Bien entendu, elle ne recouvre pas l'intégralité des Français. La France n'est pas un pays raciste. Toutefois, il y a des process en fait qui poussent à des formes de discrimination dont sont victimes en fait par les exemple musulmans et a fortiori les femmes musulmanes qui ont décidé de porter le voile. Quoi par exemple? Bah, Comme quoi, process. par exemple, je vous renvoie en fait à la difficulté notamment de trouver un emploi, de trouver un logement quand on a un nom à consonance étrangère. Ça n'a rien à voir avec les musulmans là. Là, vous faites une confusion. Bien sûr que... Bah non, non. je ne fais pas de confusion. Non, je ne fais pas de Mais c'est confusion. pas. Là, Les vous parlez chiffres, alors, d'un je vous nom renvoie- à consonance laissez-moi étrangère. terminer, cher C'est pas ami. spécialement les Je vous musulmans. renvoie aux études Déjà, une qui ont confusion, été là. faites de l'INED. Il n'y a pas de confusion. Il y a des Ah, si. études de l'INED qui ont été faites sur le fait que les gens qui portent un nom à consonance arabe ou musulmane subissent plus de discrimination sur l'accès à l'emploi, sur l'accès au consonance logement, ce genre de Évident, choses. ça. Mais écoutez, à un moment, tout à fait évident. si vous voyez pas le lien qui peut être fait... Non, mais vous faites le lien entre les la noms à religion, l'origine consonance- étrangère, le nom étranger, vous êtes dans la confusion. L'étude de écoutez, l'Institut non, Montaigne. Attendez, parce que Nora est au Mais téléphone, attendez. c'est pas facile pour elle. Oui, et puis en fait, à un moment, si vous n'arrivez pas en fait à saisir le lien qui peut être fait entre les noms à consonance étrangère et la religion musulmane, c'est qu'en fait, il va falloir tout reprendre dès le début. Pardon. Et est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que cette tribune, en fait, fait une espèce de fourre-tout? C'est-à-dire qu'on doit distinguer la religion musulmane et ceux aussi au sein de cette religion qui l'instrumentalise à des fins politiques et ceux qui la radicalisent, Nora Hamadi, et qu'il faut peut-être nous, dénoncer. ce qu'on a voulu en fait, Vous dénoncez pas dans la tribune, au travers de cette tribune, c'était rappeler en fait que les Français musulmans en fait sont aussi français que tout le monde et que en fait on leur doit le respect, y compris à ces femmes qui ont décidé. Et j'aurais aimé en fait que vous aujourd'hui vous portiez cette parole-là et que vous ayez une femme voilée sur votre plateau et qu'on puisse les entendre, qu'elles sont respectables, qu'elles sont dignes de respect et que leurs enfants également, et que les discriminations, la violence en fait de ce moment est quelque chose de dramatique en fait qui ne peut, cette humiliation ne peut qu'alimenter en fait derrière des processus qui renvoient ces enfants, ces jeunes femmes à se dire nous ne serons jamais assez français. La difficulté là-dedans, c'est que on crée un amalgame entre la radicalisation et effectivement il faut lutter contre la radicalisation. Et le voile le ne fait peut que pas le être foulard, en fait, Je peux vous poser une question? Le choix de ces femmes. Non, laissez-moi foulard ne peut terminer. pas être un outil de radicalisation. Non, attendez. On va terminer. Le choix de ces femmes de porter un foulard n'est pas celui des femmes qui embrassent l'idéologie salafiste. Comment vous le savez? Qui peuvent porter des niqabs. Parce que moi, je les rencontre, monsieur. Mais quand vous Toutes regardez. les femmes, Moi, vous je rencontrez suis- toutes les femmes qui suis- portent le voile. Exactement. Moi, Et vous, je vis pour en vous, le quartier voile n'est pas du tout, populaire, il n'y a pas madame. de dimension Je politique vis dans en le port du quartier voile. populaire, j'en ai beaucoup Oui, dans ma tout le monde famille. connaît les quartiers populaires, il n'y a pas que vous. Non, vous ne les connaissez pas. Je viens Si, de vous j'y ai entendre. enseigné beaucoup et j'y ai vécu, madame, Alors écoutez, ça fait figurez-vous. bien longtemps que vous n'y avez pas mis les pieds. Et Ah que bon, vous qu'est-ce n'avez que vous pas en savez? vous-même- Mais Eh ben, qu'est-ce je que le vous sais, en je savez, vous madame entends. Hamadi? De Eh quel ben, droit je vous le jugez sais. les gens? Vous Écoutez, savez où je ne j'habite? sais Vous pas. savez ce que je Écoutez, fais? Je ne vais pas. Vous passez commencer votre à temps à faire des polémiquer. procès d'intention? Non, je Non, ne mais fais pas de franchement. procès, Allez-y. madame. Et Moi, je vous vous pose demande une un peu de question. respect Est-ce que dans pour votre vous, le manière hijab est un Attendez, signe de politique? vous adresser Allez-y. à moi, sinon je raccroche. Écoutez, ça suffit. Est-ce Moi, que pour ce vous, je le dis, hijab c'est que est un signe j'aimerais bien que politique? ces femmes, j'aimerais bien, vous m'appelez moi, j'aimerais bien que ces femmes puissent à un moment être aussi en position de raconter ce qu'elles vivent. Et les discours de haine qui sont aujourd'hui portés sont extrêmement dangereux. Je vous rappelle ce qui s'est passé à Christchurch il y a quelques mois en Nouvelle-Zélande. Oui, mais c'est pas en Et France. je ne voudrais pas aujourd'hui que ces discours de haine qui sont portés vis-à-vis d'une partie de la population finissent en fait par dresser une partie de la population. Nora contre les m'a dit, autres. si on vous posait une Oui. question sur le foulard, puisqu'il y a un débat sur le voile, sur le foulard, je
sais pas comment on doit l'appeler, mais quand on voit par exemple les djihadistes françaises qui sont dans les camps en Turquie, elles sont toutes, elles sont toutes couvertes. C'est un niqab. Elles sont toutes couvertes, d'accord. Donc, donc le niqab que l'on voit aussi dans les rues françaises, malgré l'interdiction. On en compte 2000. Bah, vous les comptez vous-même. Quelque chose qui est interdit, vous êtes capable de les compter. Sur des millions de personnes. Vous êtes capable de compter quelque chose qui est interdit. D'accord. Non, mais sur des millions de personnes. Non, Nora Madi, je vous pose une question. Je vous pose une question sur ça. Mais je peux vous poser une question, Nora Madi ? Sur 2000 personnes. Je vais vous poser une question. 2000, je ne sais pas d'où sort ce chiffre puisque c'est quelque chose d'interdit, donc par définition, c'est difficile. En revanche, il y en a, on les voit. Est-ce que c'est de l'Intérieur quand il y a eu ces débats autour de la loi sur le niqab en 2010 ? Est-ce que ces personnes qui sont en niqab et qui ne respectent pas la loi, est-ce que c'est quand même pas un signe de radicalisation ou est-ce que pour vous, non, il faut les laisser vivre telles qu'elles vivent ? La loi sur le niqab existe depuis 2010. La loi est appliquée, je suis désolée. Non, elle n'est pas appliquée, vous le savez très bien, puisque vous dites que vous fréquentez ces quartiers. Elle est mal appliquée. Qu'on a vue à Dijon avait un niqab ? Non, elle n'avait pas de niqab. On parle d'un simple foulard, on parle de femmes qui ont une pratique religieuse apaisée. Laissez-les tranquilles, désignons et parlons des choses telles qu'elles sont. Le niqab n'est pas la même chose que le foulard. La question de la radicalisation et de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi une femme porte un foulard ? Pourquoi une femme porte un foulard islamique comme dans toutes les religions ? Pas à ces femmes. Pourquoi ne prenez-vous pas la peine parce qu'on leur pose la question. Hier, on a posé la question, j'ai pas eu la réponse. Ce n'est pas une prescription religieuse, et vous le savez, on a même maintenant des imams, des anciens frères musulmans du genre Tarek Obour qui nous expliquent que les femmes, si vous vous dites féministe, si vous souhaitez l'émancipation, faites en sorte qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Si elles veulent être en mini-jupe, ah oui, la servitude volontaire, vous avez la mini-jupe et le foulard, c'est la même chose. La jupe et c'est la liberté de conscience. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est pas la liberté de conscience si on fait. C'est la liberté de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça en fait le féminisme. Mais non, madame, c'est la liberté de la liberté, c'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Il faut plus circoncire les garçons, c'est dégueulasse. Voilà, merci. Merci Nora Amadi. Allez, la discussion continue à tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Nous sommes avec Jacques Maillot, Barbara Lefebvre et Tiani Big. Cette tribune signée par 90 personnalités qui dénoncent la haine anti-musulman. Et nous avions l'une des signatrices il y a quelques instants. C'est la journaliste Nora Amadi qui nous expliquait ce qu'elle voulait faire passer comme message. Elle interpelle les pouvoirs publics, le président de la République, en disant aujourd'hui, il y a une partie de la classe politique qui instrumentalise les musulmans aussi à des fins électorales, qui les montre du doigt. Et attention, on pourra aller vers l'irréparable, puisqu'elle a pris comme exemple la tuerie de Christchurch. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que le problème, c'est que comme ce sujet de l'islam politique, du terrorisme au nom de l'islam n'est pas véritablement traité par les gens modérés, ceux qui sont d'ailleurs au pouvoir, gauche ou droite, eh bien on voit bien qu'effectivement ce sont les extrémistes qui récupèrent. Julien Audoul, finalement, il est un peu complice des islamistes par sa façon. Il provoque en fait en faisant ça, il donne raison un peu aux islamistes et qui n'attendent qu'une chose, c'est cette guerre de civilisation. Mais il faut que les gens modérés se saisissent du problème et le règlent, Barbara Lefebvre. Je rappellerai seulement à Madame Amadi, et là ça raccroché, on n'a pas eu le temps de finir, mais que aujourd'hui, en France, en tout cas depuis une quinzaine d'années, là, on va dire, j'ai horreur de ce genre de terme, enfin la minorité religieuse, si on peut le dire comme ça, qui a été ciblée en l'occurrence uniquement pour sa religion, ce sont des juifs et qui ont été tués pour la plupart par des islamistes. Donc pour l'instant, effectivement, heureusement pour nous et heureusement pour les Français, on n'a pas eu de Christchurch à la française et c'est fort heureux. En revanche, Madame Amadi a oublié qu'en France, des juifs se font tuer uniquement parce qu'ils sont juifs au nom de l'islamisme. Oui, mais d'accord, mais là tu envoies une paroisse. Non, mais tu envoies le curseur. Non, mais tu envoies le curseur sur le terrorisme. Ce que dit Madame Amadi, c'est une femme comme celle qui est allée au conseil régional, elle a le droit d'existence. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit avec sa religion, avec son voile. Elle accompagnait son fils. C'est ce que dit la tribune. Et il ne faut pas les montrer du doigt, ces gens-là et cette femme-là. Ils disent qu'il y a une haine anti-musulman en France. On ne peut pas partir de Julien Audoul et faire une généralité. Il faut les laisser. Il faut les laisser
vivre tranquillement leur foi, aller au conseil régional. Et aujourd'hui, il y a une partie des responsables politiques qui les prennent et qui les jettent en pâture. Les femmes musulmanes, le voile islamique, il y a encore récemment une enquête de l'IFOP qui l'a montré, est une pratique sociale qui évolue, qui se diffuse énormément dans ces quartiers. Ça n'est que pour l'instant un tiers des femmes musulmanes qui le portent, mais ça augmente. Il n'a qu'à regarder ce qu'étaient les banlieues dans les années 80 et aujourd'hui. Je veux dire, c'est parlant. Maintenant, je suis désolée, les femmes musulmanes ne subissent pas, contrairement à ce qu'a dit Madame Hamadi, une discrimination dans la rue, etc. Là, c'était la question des accompagnatrices lors des sorties scolaires. Sur cette question des accompagnatrices des sorties scolaires, nous sommes un certain nombre à militer pour qu'il y ait une cohérence de la loi. Une mère voilée ne peut pas venir animer la classe, animer une activité scolaire dans la classe avec l'enseignant. Là, elle devra retirer son voile. D'accord ? Quand un parent peut être invité à participer à une activité scolaire dans la classe. Là, elle enlèverait son voile. Pourquoi est-ce que pour la même activité scolaire, quand c'est à l'extérieur de l'école, là, elle peut le mettre ? Donc là, il y a un problème de cohérence de la loi. Eh bien, justement, il faut rendre la loi cohérente. Mais le Premier ministre a dit pas de loi sur les encadrants scolaires hier. Ça fait plus de 15 ans, depuis les territoires perdus de la République, qu'on demande une loi qui clarifie. Les élèves qui vont à l'école publique sont envoyés par leur famille à l'école publique. C'est la laïcité. Ils ne sont pas chargés de subir la visibilité religieuse lors des sorties scolaires. Jacques, et puis on écoute Sofiane au 32-16. Il n'y a aucune haine anti-musulman, il y a une haine de l'islamisme radical, donc ça n'a rigoureusement rien à voir. Honnêtement, je suis en désaccord avec ces signataires. En fait, dans les signataires de cette pétition parue dans Le Monde, par exemple, il y a Rokhaya Diallo qu'on connaît, ce sont des gens qui sont quand même dans l'ensemble communautaristes, qui ne sont finalement pas satisfaits du système spécifique que l'on a en France. Ils sont un peu républicains et laïcs. Républicains et laïcs. C'est tout, c'est clair. Alors, qui se disent finalement, ça fonctionne aux États-Unis, ça fonctionne au Canada, ça fonctionne très bien en Grande-Bretagne. C'est pas vrai, en Grande-Bretagne, il y a aussi des attentats, il y a des tensions communautaires. Mais rien ne fonctionne. Oui, mais sauf que nous, on a un modèle. Le refus mexicain. Appliquons déjà les lois qui existent. Je voudrais qu'on donne la parole. Je suis assez d'accord avec le Premier ministre, mais qu'on les applique. Qu'on donne la parole à Sofiane, il nous appelle des Alpes-Maritimes. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Sofiane, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Je sais que vous êtes un fidèle des GG, Sofiane. Est-ce que vous pourriez signer cette tribune qui dénonce la haine anti-musulman ? Bien sûr. Par contre, je tiens à faire une petite précision. C'est que les Français, en général, pour ma part, en général, n'ont aucune haine envers les musulmans à proprement dit. Par contre, les Français ont peur. Mais pourquoi les Français ont peur ? Parce qu'aujourd'hui, on a la majorité des médias, la majorité et quelques personnalités publiques qui instrumentalisent. Ça veut dire que si c'est pas le voile, c'est le halal. Si c'est pas le halal, c'est le burkini. Et en fait, on entend sans arrêt parler des musulmans. Donc, au bout d'un moment, les Français... voilà, il y a de l'appréhension, de la peur, mais dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, on ne ressent pas spécialement de haine dans notre vie de tous les jours. Par contre, mais la peur, elle vient du terrorisme. Parce que vous vivez tranquillement et que vous êtes un républicain, vous êtes un Français comme les autres qui vit sa religion de façon tout à fait apaisée. Ça n'a rien à voir avec le fait d'instrumentaliser. Quand on est soumis dans un pays comme la France au terrorisme djihadiste, qui ne représente bien entendu qu'une petite minorité des musulmans, mais il n'empêche qu'il y a une problématique avec l'islam politique. Sofiane. Oui, mais moi, Barbara, là vous prenez mon exemple et tout ça. Moi, je vais vous prendre le même exemple, mais par rapport à ma mère. Ma mère porte le voile. C'est ma mère qui m'a éduqué, ma mère qui m'a inculqué les valeurs de la République et les valeurs françaises. Donc, mais ma mère porte le voile et elle est dans le même état d'esprit que moi. Donc en fait, je ne comprends pas moi ce débat sur le voile, parce que déjà quand vous dites que le voile est un instrument politique, mais pas du tout. Mais non. Pas du tout. Moi, quand j'entends il y a 2 jours Zora Habitant qui dit que le voile noir est par rapport au code couleur. Non, mais attendez, mais on est où? Ça veut dire qu'en fait, si on a un voile avec des fleurs, et ben automatiquement, on pose pas de problème. Et si on a un voile de couleur noire, et ben automatiquement, il y a différents voiles, il y a différents foulards quand même.
Il y a différents voiles et différents foulards. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais non, mais attendez, un voile par rapport à la couleur ne change rien par rapport au voile. Le voile qui soit noir, ma mère, si le lundi elle met un voile noir et le mardi elle met un voile rouge. Le djellab tout noir, monsieur, ça. Alors, Sofiane, il y a Étienne qui veut vous interpeller. Moi, je suis d'accord avec vous, avec tout ce que vous avez dit, et notamment sur cette histoire d'interprétation des voiles qui est devenue vraiment n'importe quoi. Ah bon? Et oui. Non, je te l'ai dit. Moi, de là où je viens et de ma vie quotidienne, c'est un débat qui me passe au-dessus de la tête. Mais bon, voilà, c'est ma position. Non, simplement, ce que je veux dire à Sofiane, c'est que il faut comprendre aussi que il y a quelque chose qui est tout de même en train de se passer. Et moi, je comprends qu'il y a une peur latente. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'organisation même de notre pays. Progressivement, et je ne sais pas si ça va au contraire aller vers plus de communautés ou moins de communautés, mais ce n'est pas que la communauté musulmane. Il y a des resserrements identitaires et des resserrements même géographiques et même régionalistes et même etc. qui sont un signe d'une organisation du pays qui pourrait ressembler peut-être dans 100 ans à ce qu'est la Suisse ou à ce qu'est la Belgique ou l'Angleterre aujourd'hui. Et je pense que les gens sondent confusément. Il y a des cas, pour ne pas prendre l'exemple musulman ou arabe, parce que ça jette toujours, mais par exemple, il y a des quartiers entièrement chinois à Paris, comme Belleville, par exemple, où tout est écrit en chinois, où les gens parlent chinois, où il y a des écoles chinoises, etc. Et effectivement, il y a une véritable... Même si je le fais exprès de ne pas prendre cet exemple-là. Surtout que ça n'a pas aucun intérêt, ton exemple. Pardon, Étienne. Je dis que ça se généralise ici comme ailleurs. Par exemple, on va à Londres, il y a un quartier pakistanais, il y a des quartiers... Voilà. Et ben, je pense qu'on va vers quelque chose... Un modèle communautaire. Alors, Sofiane, attendez. On peut lutter contre. Mais on est déjà américain, ma pauvre. Allez-y, Sofiane. Si je peux répondre à ça. Oui, bien sûr. Allez-y. Vous savez pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Parce que le problème, au final, il n'est pas nouveau. Ça pose problème parce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane est beaucoup plus visible dans notre société. Avant, la communauté musulmane était dans les quartiers. Les femmes qui étaient voilées, vous ne les voyez pas si vous il y en avait moins quand même. Ne rentrez pas dans les quartiers. Aujourd'hui, vous voyez, ces femmes musulmanes, comme on a l'exemple, elles accompagnent leurs enfants lors des sorties scolaires. Aujourd'hui, ces femmes voilées, elles ont une vie sociale. Vous les voyez beaucoup plus. C'est pour ça aujourd'hui que ça pose problème. Mais moi, je vais vous poser une question, je vais vous retourner une question. Pourquoi quand les femmes qataries ou les femmes saoudiennes, quand elles font leur shopping et dépensent leur argent sur les Champs-Élysées, pourquoi ça ne pose de problème à personne? Ah non, ça pose des problèmes. Non, je suis désolée, ça pose des problèmes, surtout quand certaines se mettent des petits masques chirurgicaux pour pouvoir contourner la loi sur l'interdiction de la burqa, en se mettant des petits masques chirurgicaux pour qu'il ne reste plus que les yeux et que personne ne les verbalise. Moi, je suis désolée si ça me pose problème qu'on ne les verbalise pas. Pardon, Sofiane, mais on dévie complètement du sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui... que fait-on de la religion? Parce que la laïcité, c'est garantir aux uns et aux autres leur liberté de croire. Après, que la laïcité, c'est le fait religieux ne s'immisce pas dans la vie publique. Dans les services publics. Dans la vie publique. C'est ça, la laïcité. Mais ça n'interdit pas de croire, d'avoir sa foi, que ce soit de manière légère ou même un peu radicale. Mais du coup, Sofiane, aujourd'hui, la question que je vais vous poser, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez que tous les signes religieux ostentatoires, et là on parle du voile, du foulard, appelons-le comme on veut, aujourd'hui ils doivent exister dans l'espace public et aller jusqu'à l'école et entrer dans l'école sans que ça pose un problème ou pas, Sofiane? C'est ça la question. Pour moi, je vais vous répondre. Pour moi, une femme qui veut mettre son voile, je ne vois pas pourquoi on l'interdirait de mettre son voile. Je peux poser une question à Sofiane. Attends, il y a d'autres religions, parce qu'au final, toutes les religions monothéistes, ceux qui pratiquent leur religion, les femmes ne doivent pas montrer leurs cheveux, que ce soit dans le judaïsme. Non, mais moi j'ai une question à vous poser, Sofiane. Je peux vous poser une question concrète? Oui, mais ça, là, on parle de pratique. Oui, mais là, ils sont dans des écoles confessionnelles. Je voudrais juste poser une question concrète. J'ai une collègue qui est institutrice en école publique dans une école du 91,
qui a une petite fille qui est scolarisée dans sa classe, quand sa maman vient la chercher le soir, elle vient aussi avec la petite sœur qui, elle, doit être en CE2 à peu près, on ne sait pas, puisqu'elle n'est pas scolarisée dans l'école. Et la petite fille, comme la maman, arrive habillée en djilbab, c'est-à-dire la robe avec le voile, la petite y compris. Est-ce que vous trouvez normal que, alors on accepte la mère qui rentre dans l'école, très bien, pour venir chercher son enfant, et donc ma collègue doit avoir aussi cette petite fille de 7-8 ans qui est elle aussi en costume islamiste pour venir chercher une petite en petite section de maternelle. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Non, ça pour moi ce n'est pas normal. Mais après c'est comme dans tous la les loi cas. n'interdit pas. Il y a des extrêmes, parce que là, attention. Ah oui, mais on parle de ça. La loi n'interdit pas. Oui, non, on parle de radicalité, Sofiane. Le but du jeu, encore une fois, si tout le monde pratiquait d'une façon apaisée sa religion, s'il n'y avait pas quand même d'attentats islamistes qui régulièrement vient endayer la France, parce que c'est comme ça aussi le problème. Il faut quand même reconnaître que si les Français ont peur, c'est parce que régulièrement, les Français constatent que sur le territoire, des gens tuent au nom de l'islam. C'est pour ça qu'on a peur. Les Chinois, jusqu'à preuve de contraire, ne tuent pas au nom de la Chine en France. Si, parce que tu faisais ce comparatif, non, je faisais qui me semblait hasardeux. C'est ça la peur. Mais non, mais c'est ça la peur. Et si chacun pratiquait sa religion d'une façon modérée, en respectant les lois de la République, il n'y aurait pas de débat. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a une poussée, effectivement, des radicaux, de l'islamisme politique, de ceux qui veulent remettre en cause notre laïcité. Pourquoi la France est l'un des pays les plus touchés par le terrorisme islamiste en Europe? Parce qu'on est un pays laïque, parce qu'on est la cible, justement, de ceux qui renoncent, qui abattent la France, qui abattent la laïcité. Merci Sofiane, à bientôt pour d'autres discussions. Il est 11h25. Dans un instant, les tendances GG. Restez avec nous en direct sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.